Aujourd'hui, je vais présenter les concepts élémentaires associés à l'indice de fiabilité bêta, qui est très souvent mal compris par les ingénieurs. OK? Si on commence à partir de la terminologie, quand on parle de la fiabilité, il y a deux états possibles pour notre système. Survie ou défaillance. OK? Ou la survie, ici, c'est nécessairement une survie en termes d'état limite ultime. Ça pourrait être également une état limite de service. Donc, quand on parle de défaillance, on fait référence au domaine où le système ou notre structure ne remplit plus ses fonctions. Encore une fois, soit en termes de sécurité, soit en termes de service. On parle de fiabilité, on va souvent caractériser ça par rapport à la probabilité de survie, ou la fiabilité, c'est le complément 1 moins PF, PF qui dénote notre probabilité de défaillance, ou l'indice F ici vient de l'anglais pour failure. Okay? Donc maintenant, si on veut venir introduire ce concept de probabilité de défaillance, imaginons qu'on a une barre, comme illustré ici à gauche, où on a une certaine sollicitation représentée par la flèche S et on a une certaine résistance intrinsèque. Si on vient exprimer, représenter cette sollicitation et cette résistance sur notre axe horizontal, ici entre 0 et 40 kN, on pourrait se dire que par rapport à notre modèle, on pourrait estimer qu'on a une résistance ici un petit peu en dessous de 20 kN, on a une certaine sollicitation qui est plus faible que notre résistance, parfait. Sollicitation plus faible que notre résistance, on a survie de notre barre. Donc, en pratique, qu'est-ce qu'on va faire en ingénierie? On va venir pondérer à la hausse nos sollicitations avec un facteur de tenue plus grand que 1. On va venir pondérer à la baisse notre résistance avec un facteur de tenue plus petit que 1. Et tant qu'on respecte l'inégalité suivante, que notre sollicitation pondérée à la hausse est plus faible que notre résistance pondérée à la baisse, on dit c'est parfait. On satisfait nos critères, souvent définis par les normes, de façon à obtenir toujours une structure qui est sécuritaire. Dans un cas comme celui-ci, on n'a pas besoin de calcul avancé de fiabilité. Pourquoi? Parce que déjà, nos règles qui sont définies par les codes du bâtiment et les codes des ponts sont satisfaites à partir de calculs qui sont relativement grossiers et conservateurs. De l'autre côté, qu'est-ce qui arrive lorsque ça, c'est plus vrai? Okay? À partir de calculs faits rapidement, les coefficients de tenue font en sorte que notre sollicitation pondérée à la hausse est plus grande que notre sollicitation pondérée à la baisse. Donc, si on se fie simplement à ce calcul-là, mais on n'est pas en mesure de justifier la sécurité ou l'aptitude au service de notre ouvrage. C'est dans les cas comme celui-ci qu'on devrait faire usage de la fiabilité des structures, de façon à venir raffiner notre calcul, de ne pas nécessairement utiliser le même coefficient de tenue, peu importe quelles ont été nos hypothèses de calcul, de venir pouvoir raffiner notre analyse, de façon à pouvoir voir est-ce qu'on peut justifier de façon robuste, de façon fiable, que notre structure est sécuritaire et apte au service. Donc, pour faire ça, notre résistance, très souvent, on la décrit par une seule valeur ponctuelle. Mais dans la réalité, on pourrait modéliser ça comme étant une distribution de valeurs possibles, okay, qui représente l'incertitude qu'on a dans tous les éléments qui entrent dans notre modélisation. Donc, très souvent, quand on détermine quelle va être notre valeur de résistance nominale, on a fait un paquet d'hypothèses conservatrices, de telle sorte que souvent, cette distribution qui représente notre incertitude va être ici déplacée vers la droite. C'est-à-dire que la majorité du contenu de probabilité va être sur des résistances qui sont plus grandes que notre résistance nominale. Et on a ici, par exemple, la moyenne de notre résistance, qu'on voit qui est plus élevée que la résistance nominale qu'on prend. Pour la sollicitation, c'est l'inverse. Très souvent, on va prendre des hypothèses conservatrices lorsqu'on vient établir le chargement, de telle sorte que la distribution continue de notre chargement est souvent plus faible, donc on voit le mu-s qui est plus faible, que la sollicitation nominale. Donc, j'imagine très souvent, si vous avez vu des concepts de fiabilité, on vous l'a représenté comme étant l'intersection sous les courbes ici. En fait, ça ici, c'est complètement faux. L'intersection qu'on voit sur les courbes ici ne représente pas le domaine de défaillance. C'est un piège commun, une erreur commune qui est représentée encore aujourd'hui dans les manuels de génie civil. Si on veut représenter la fiabilité d'une structure, on doit regarder ça dans un contexte bidimensionnel ici. Donc, sur un axe, j'ai la sollicitation S, sur l'autre axe, j'ai la résistance, avec les deux mêmes densités de probabilité qu'on avait définies précédemment. Donc là, on doit définir la diagonale ici, qui représente les valeurs pour lesquelles la résistance est égale à la sollicitation. Donc, on peut voir ici, sous la partie qui est en
rose ici, donc les deux cadrans représentent exactement la même chose, ce sont toutes les valeurs pour lesquelles j'ai une défaillance, c'est-à-dire pour lesquelles la sollicitation est plus grande ou égale à la résistance. Donc, si on veut venir définir la probabilité de défaillance, on doit venir définir quelle est la densité de probabilité conjointe pour la réalisation d'une résistance et d'une sollicitation. Donc, c'est ce qui est représenté ici par la surface et qui est représenté ici par les contours. Les deux choses, c'est exactement la même. Ici, on a une carte topographique de la surface qu'on a ici. Donc, la probabilité de défaillance est définie comment? Comme étant l'intégrale sur cette surface-là. Donc, quel est le contenu ou l'air sous la courbe de cette surface-là qui est représenté dans mon domaine de défaillance ici, représenté par ma zone en rose. Donc, ma PF, probabilité de défaillance, c'est la probabilité que ma résistance est plus petite ou égale à ma sollicitation. Ça représente ici un intégral double sur cette surface-là, qui représente la densité de probabilité conjointe pour obtenir une valeur de résistance et de sollicitation donnée. Mais avant d'en arriver là, je vous ai balancé plusieurs concepts de façon rapide. On doit voir pourquoi est-ce qu'on voudrait utiliser les probabilités pour modéliser notre connaissance, qu'est-ce qu'une variable aléatoire, qu'est-ce que les concepts de moyenne, variance et corrélation, et comment est-ce qu'on procède lorsqu'on fait la somme de variables aléatoires. Okay? C'est ce qu'on va venir décortiquer ensemble dans cette présentation. Donc tout d'abord, théorie des probabilités. Pourquoi est-ce qu'on voudrait utiliser ça? Est-ce qu'on veut décrire des phénomènes qui sont intrinsèquement aléatoires? Je vous dis tout de suite, non, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Prenons par exemple ici le cas d'une pièce de monnaie qui peut atterrir sur le cas pile ou face. Est-ce que ce phénomène-là est aléatoire? Ben non, la majorité des phénomènes, tels qu'une pièce de monnaie, ne sont pas intrinsèquement aléatoires. Si on regarde par exemple, on pourrait facilement imaginer des dispositifs qui viennent de façon répétée, toujours générer exactement la même probabilité de head or tail. Okay? Ici, on avait un dispositif simple qui, si on peut contrôler la position initiale, la vélocité initiale et l'accélération angulaire ou la vitesse angulaire de notre pièce, on peut exactement avoir de façon répétée des piles ou des faces. Okay? Donc ici, ce que je veux que vous reteniez, c'est que ce n'est pas une variabilité intrinsèque, le fait d'obtenir pile ou face, c'est simplement lié à un manque de connaissances. Okay? On utilise les probabilités ici pour non pas représenter quelque chose qui est intrinsèquement aléatoire, mais plutôt pour représenter notre manque de connaissances par rapport à certaines variables, par rapport à certains phénomènes physiques. Et ça, on fait référence à ça lorsqu'on appelle ça des variables ou des incertitudes qui sont épistémiques. Donc, prenons l'exemple de barrage. Est-ce que le module élastique à un temps donné ici est aléatoire? Non, en fait. Oui, on peut le représenter par une variable aléatoire, mais ce n'est pas quelque chose qui est intrinsèquement aléatoire. Le module élastique ne varie pas localement. Okay? Je ne connais pas sa valeur exactement, mais je peux utiliser une variable aléatoire de façon à représenter mon absence, mon manque de connaissances par rapport à quelle est la valeur spécifique à ce point-là dans une structure. Donc, au final, ce que je veux que vous reteniez comme message ici, c'est qu'une probabilité de défaillance pour une structure, ce n'est pas une propriété intrinsèque de celle-ci. Okay? Ça représente plutôt un état de notre connaissance par rapport à la capacité de cette structure-là à être sécuritaire et à être utilisée en service. Okay? Donc ici, également, une chose que j'entends très souvent, c'est que je ne veux pas utiliser une approche probabiliste parce que je manque de connaissances ou je manque de données de façon à utiliser celle-ci. En fait, c'est le contraire. Le moins on a de données, le moins on a de connaissances, le plus il y aura une différence marquée entre l'utilisation d'une approche probabiliste et l'utilisation d'une approche déterministe. Donc, le moins on en sait, le plus on a avantage à venir considérer de façon explicite ce manque de connaissances à travers une analyse probabiliste comme on va le faire ici. Donc, pour faire une analyse probabiliste, on a besoin de considérer des variables aléatoires. Okay? Qu'est-ce qu'une variable aléatoire? C'est une variable qui peut prendre n'importe quelle valeur à l'intérieur d'un domaine spécifié et la probabilité que ma variable aléatoire prenne une valeur spécifique est décrite dans le cas continu ici par f de x, ce qu'on va appeler une densité de probabilité. Donc, grand X, c'est la notation pour dire que c'est une variable aléatoire qui ne prend pas de valeur spécifique. Et petit x, c'est une réalisation, une valeur spécifique de ma variable aléatoire. En termes de notation, on va dire que ma variable aléatoire x est distribuée suivant une loi de probabilité f de x.
Dans le cas continu, on va parler d'une densité de probabilité. On réfère ça souvent en termes de PDF, de l'anglais Probability Density Function, où on peut avoir ici notre densité de probabilité, où on représente ici quelle est la fréquence relative, si on peut dire, de chacune des valeurs. Dans le cas discret, on peut intuitivement s'imaginer que si on fait la sommation des probabilités sur toutes les valeurs possibles, probabilité de pile plus probabilité de face, bien on va obtenir 1. Dans le cas continu, pour une densité de probabilité, c'est la même chose, mais on remplace cette sommation par une intégrale. Donc, l'intégrale sur toutes les valeurs possibles de ma densité de probabilité doit obligatoirement être égale à 1. La même chose que dans le cas de ma pièce de monnaie. Donc, ici, on a besoin de voir une densité de probabilité très spéciale, la loi normale, souvent référée comme étant la gaussienne. Donc, la densité de probabilité pour une variable aléatoire x qui est normale va être définie pour les x qui appartiennent à l'ensemble des valeurs réelles, c'est-à-dire de moins l'infini à plus l'infini. Et la densité de probabilité pour une variable aléatoire normale est définie par l'équation ici. Ici, l'important, ce n'est pas l'équation. Ce que je veux que vous notiez, c'est qu'il y a deux paramètres clés. Mu, la moyenne, et sigma, l'écart type. On peut dénoter la loi normale comme étant ceci. Normale définie pour une variable aléatoire x, ou qui peut être évaluée pour une valeur x, et qui a ces deux paramètres, mu, la moyenne, et sigma carré, qui est la variance. On peut également venir décrire ça par une densité de probabilité cumulative, qu'on appelle aussi fonction de répartition ou CDF, Cumulative Density Function, où on prend maintenant la lettre majuscule pour faire référence à cette densité de probabilité cumulative, qui représente simplement l'intégrale de la borne inférieure, donc ici moins l'infini, jusqu'à une certaine valeur x pour laquelle on veut évaluer ce CDF. Donc c'est l'intégrale de notre PDF qu'on avait défini ici. Okay? Donc si on représente ça, pour un cas où mu est égal à 1, sigma égale à 1, bien, on voit ici qu'on a notre densité de probabilité qui est centrée à la moyenne mu égale à 1, et on a l'écart type qui décrit la dispersion. On a la même chose ici pour notre densité de probabilité cumulative. Donc, si on vient regarder ça ici, donc on peut voir, j'ai ma densité de probabilité. Si je change la moyenne, ici, on voit qu'on va faire une translation de notre densité de probabilité et de notre CDF. Si je change l'écart type, qu'est-ce qui va se passer? Je vais changer la dispersion de ma densité de probabilité. Donc, mu contrôle la translation, sigma représente ou contrôle la dispersion de celle-ci. Et le lien de mon PDF et mon CDF, si par exemple je vais évaluer, je vous disais, la moyenne mu contrôle ma position. Donc, la moyenne mu, on peut interpréter ça, comme dans le cas des structures, comme étant le centre de gravité de ma distribution ici. Où est-ce que je devrais mettre mon doigt si je voulais balancer cette densité de probabilité sur un seul point? Ma variance, l'écart type au carré, ça représente, si on veut ramener ça aux structures, comme étant l'inertie d'une section transversale. À quel point le contenu de probabilité représenté par cette densité de probabilité est dispersé dans l'espace. Okay? Les deux concepts de moyenne et de variance sont absolument analogues, autant au point de vue de compréhension que du point de vue mathématique, au centre de gravité d'une section transversale ou à son inertie. Donc, maintenant, si on regarde le CDF, si par exemple on veut évaluer le CDF à une valeur x égale à 0, mais ça, c'est l'équivalent de venir calculer quel est l'air sur ma densité de probabilité ici, de moins l'infini jusqu'à 0. Okay? Et ça, c'est l'équivalent de venir lire dans mon CDF, ma densité de probabilité cumulative, la valeur qui est ici égale à 0,16. Donc, chacune des valeurs de mon CDF représente l'air sous la courbe jusqu'à une certaine quantité x définie. Deuxième cas spécial de cette loi normale, c'est la loi normale centrée réduite. C'est-à-dire, c'est exactement la même loi qu'on avait précédemment, mais évaluée pour mu égale à 0 et sigma est égal à 1. Ce qui nous donne le cas spécial, on va l'appeler la loi normale où la moyenne de 0, l'écart type est 1. On va très souvent la noter comme étant une variable aléatoire U, et son PDF va être noté par petit phi minuscule. La loi cumulative, le CDF, va être représenté par un phi majuscule, représente l'intégrale de ce qu'on avait ici, encore une fois, une normale, moins de 0, écart type de 1. Donc maintenant, la moyenne est toujours par définition égale à 0, l'écart type par définition égale à 1. Donc voilà le PDF, voilà le CDF. Et ici, une des choses qu'on va réutiliser pour notre indice de fiabilité bêta, c'est qu'on peut passer d'un espace général avec moyenne mu et variance sigma carré à un espace normal centré réduit en utilisant la relation suivante. Donc on peut dire que U qui est normal centré réduit va être égal à une variable x quelconque moins sa moyenne divisée par l'écart type. On va revenir là-dessus.
Donc, dernier cas qu'on doit voir pour les densités de probabilité, c'est qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a des densités de probabilité normales multivariées. Donc, pour le cas bivarié, on a la densité de probabilité conjointe ici. Ce n'est pas la formulation ici qui importe, c'est plutôt de voir qu'il y a 5 paramètres qui viennent contrôler ceci. La moyenne de x, l'écart type de x, moyenne de y, écart type de y, et ρ, mon coefficient de corrélation entre mes deux variables x et y. Donc, on peut voir ici, ça représente une densité de probabilité conjointe, c'est-à-dire la surface qu'on voit ici, la même chose qu'on représente ici à partir de contours, une carte topographique de la surface qu'on a là. J'ai en rouge les densités de probabilité marginales, simplement pour x, ici simplement pour y. Donc, si on regarde ici, quel est l'effet de ces paramètres-là? La moyenne va faire une translation moyenne de x selon l'axe x, la moyenne selon y, une translation selon y, sigma x contrôle la dispersion selon l'axe x, sigma y dispersion selon l'axe y, et la coefficient de corrélation, la dépendance linéaire entre mes deux variables. Donc, si on regarde plus spécifiquement à quoi cela correspond, donc si on regarde ici mon exemple, si je modifie ici mon premier paramètre mu x, on va voir, j'ai une translation selon l'axe x. Si je modifie mu y, j'aurai une translation selon l'axe vertical, ma deuxième dimension y. Si je modifie sigma x, je viens modifier la dispersion selon mon axe horizontal. Si je viens modifier sigma y, je change ma dispersion selon l'axe vertical. Et qu'est-ce qui se passe si je viens changer mon coefficient de corrélation? Si j'ai une corrélation positive, je vais venir ici assigner un fort contenu de probabilité aux valeurs de x1 lorsque les valeurs de x2 sont élevées. Et à l'inverse, si je mets un coefficient de corrélation négatif, je vais assigner un fort contenu de probabilité aux valeurs de x1 élevées lorsque mes valeurs de x2 sont, elles, faibles. Okay? Ça, c'est l'interprétation de ces 5 paramètres qui viennent contrôler une loi qu'on va dire bivariée. Maintenant, la dernière opération qu'on n'a pas besoin de voir ensemble, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque je viens additionner des variables aléatoires normales. Donc, si j'ai x qui est normal, défini par mu x sigma x, y qui est normal, mu y sigma y, si x est, ça c'est le symbole pour statistiquement indépendante de y. Okay? Je veux définir quelle va être la distribution de z qui est égale à x plus y. Donc, dans le cas ici, on peut faire ça de façon analytique. Z sera encore une fois distribué comme une loi normale, où la moyenne mu z sera mu x plus mu y, et la variance sigma z sera simplement sigma x plus sigma y carré. Okay? Dans ce cas-là, c'est si x et y sont statistiquement indépendantes, telles que représentées par le symbole ici. Si on a de la corrélation, donc lorsqu'on a de la corrélation, nos variables ne sont plus statistiquement indépendantes, mon addition maintenant sera représentée par les relations suivantes. La moyenne, c'est toujours la même chose, mais mon écart type pour z tient en compte en plus de mon coefficient de corrélation entre mes deux variables aléatoires. Okay? Donc là, on va mettre ça en application de façon à ce que je puisse vous montrer que la corrélation a une grande importance lorsqu'on veut faire l'addition de variables aléatoires. On va regarder ça à travers un exemple où on veut venir caractériser la résistance d'un câble qui est composé de 50 fils d'acier ayant chacun une résistance qui est modélisée par une variable aléatoire normale avec une moyenne de résistance de 10 kN pour chacun de mes fils ici et un écart type de 3 kN, donc variance de 3 au carré. Quelle est la résistance du câble qui est composée de la sommation de la résistance de chacun de mes 50 fils? Donc, si chacun des fils, sa résistance est indépendante d'un fil à l'autre, on obtiendra une valeur moyenne pour la résistance du câble de 500 kN, donc 50 fois 10, et comme écart type, 21, donc variance 21 au carré. Ça, c'est si mes fils sont indépendants les uns des autres. La résistance est indépendante. Si la résistance est parfaitement corrélée, c'est-à-dire si la résistance d'un fil est élevée, la résistance de tous les fils est élevée. Si la résistance d'un fil est faible, la résistance de tous les fils sont faibles. Dans ce qui est ici, on peut voir qu'on a un écart type résultant. La moyenne est la même chose, mais l'écart type est beaucoup plus grand. Okay? Donc, si on vient reprendre ça graphiquement, dans le cas où j'ai l'hypothèse d'indépendance, corrélation est égale à 0, on voit qu'à la fin, ma moyenne est de 500, mais ma dispersion autour de la moyenne est très faible. Versus si mon écart type et ma corrélation est élevée, j'aurai une très grande dispersion. En ingénierie, on peut s'imaginer, on pourrait faire de loin la distribution en rouge ici, où j'aurai très peu de variabilité dans les valeurs de résistance possibles pour mon câble. Donc, ce que je voulais vous présenter à travers cet exemple-là, c'est que la corrélation, c'est très important de la considérer lorsqu'on veut vraiment venir caractériser l'incertitude qu'on a
par rapport à un système comme ici, l'assemblage de plusieurs fils qui vient se combiner pour faire la résistance d'un cas. Donc maintenant, on revient à notre indice de fiabilité parce qu'on a vu tous les éléments de base dont on avait besoin. Donc maintenant, ce qu'on va venir se définir, c'est une marge de sécurité. Donc typiquement, on appelle cette marge de sécurité Z, qui va être la distance entre ma résistance et ma sollicitation. Donc Z, ça va être R moins S. Donc on peut s'imaginer, si Z est plus petit ou égal à 0, c'est le cas où ma sollicitation est plus grande que ma résistance. Si sollicitation est plus grande que résistance, je vais avoir la défaillance. Donc, nous, ce qu'on veut caractériser avec la probabilité de défaillance, c'est la probabilité de cet événement-là, de soit Z est plus petit ou égal à 0. Donc, cette probabilité-là, si on vient représenter ici notre densité de probabilité pour Z, j'ai la moyenne de Z, j'ai plus ou moins un écart type ici. La probabilité de défaillance, c'est l'intégrale sur tous les événements ici qui vont être plus petits que 0. Donc, ça, c'est équivalent à évaluer mon CDF pour Z à une valeur de 0. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Définir quels vont être mu Z et sigma Z, et on l'a déjà vu pour l'addition de variables aléatoires. Donc, on peut utiliser les relations mu Z, ça va être mu R moins mu Z, moins mu S, et sigma Z carré, sa variance, ça va être l'addition des variances respectives, moins 2 fois mon coefficient de corrélation entre les deux, fois sigma R, sigma S. La relation qu'on avait vue précédemment. Donc, là, il nous manque une seule étape, de dire qu'on a vu qu'on pouvait passer d'une loi normale quelconque, définie par mu Z et sigma Z, dans l'espace normal centré réduit, c'est-à-dire une normale qui va avoir une moyenne de 0, un écart type de 1, à travers la relation suivante. Ou dans notre cas ici, on s'intéresse à Z égale à 0. Donc, si je remplace mon Z égale à 0 ici, je cherche dans l'espace normal centré réduit la position égale à moins mu Z sur sigma Z. Donc, ça, c'est de dire que c'est équivalent de dire la probabilité que Z, donc R moins S, soit plus petit ou égal à 0, c'est équivalent, c'est le symbole pour équivalent, à la probabilité que U, une variable normale centrée réduite, soit plus petite ou égale à moins mu Z sur sigma Z. Et ce moins mu Z sur sigma Z, c'est notre indice de fiabilité. Okay? C'est comme ça qu'on le définit. Donc, notre indice de fiabilité qu'on appelle bêta, c'est le ratio entre mu Z et sigma Z. Donc, si on vient... Ça, c'est la formulation mathématique. Le mu Z, c'est ce qu'on avait au numérateur ici. Le sigma Z, c'est la racine de mon terme que j'ai ici pour la variance. Et donc, on peut évaluer la probabilité de défaillance comme étant notre CDF normal centré réduit évalué à moins bêta. Ou, en pratique, ce CDF, on la réfère comme étant phi majuscule. On a une relation entre notre probabilité de défaillance, c'est-à-dire phi de moins bêta et bêta, qui est représentée par la ligne bleue ici. Donc, c'est-à-dire dans l'espace log sur l'échelle verticale, si on a un bêta de 0, j'aurai une probabilité de défaillance de 0,5. Et si j'ai un bêta, par exemple, de 5, je vais avoir une probabilité de défaillance qui est entre ça de 10,6. Et j'ai cette relation non linéaire entre PF et bêta. Okay? Donc, si on applique ça à un cas simple, j'ai R et S qui représentent respectivement ma résistance et la sollicitation appliquées sur une barre comme celle-ci. Okay? S, c'est la sollicitation appliquée, R, c'est la résistance. On va dire qu'on connaît la moyenne de la résistance est de 20 kN, l'écart type est de 5. La moyenne de sollicitation est de 10 kN, l'écart type est de 5. Donc, si je dis que ma marge de sécurité est définie comme étant R moins S, on va modéliser ça par une variable aléatoire normale. Je dois caractériser mu Z et sigma Z. De façon à faire ça, je dois définir une hypothèse par rapport à la dépendance ou l'indépendance de R et S. Je veux dire que ceux-ci sont indépendants l'un de l'autre. Donc, je vais pouvoir calculer pour ma variable aléatoire Z, qui est ma marge de sécurité, mu Z et sigma Z. Donc, en utilisant les relations qu'on a vues précédemment, on pourra calculer 10 kN et 7. Et on peut venir voir sur le graphique ici en bas cette représentation. Donc, voilà la moyenne pour mu Z. Voilà son écart type qui a servi à tracer la courbe ici. Ma probabilité de défaillance, ça va être l'intégrale de moins l'infini jusqu'à 0 ici, où on peut faire cette façon équivalente dans l'espace normal centré réduit en calculant notre bêta, le ratio entre 10 et 7, mu Z et sigma Z, qui me donne 1,41, que je peux représenter maintenant dans l'espace normal centré réduit, moyenne de 0, écart type de 1, et mon domaine de défaillance est maintenant une distance bêta de l'origine. Donc ici, je peux, à partir de ce 1,41, calculer directement l'intégrale sous la courbe ici, c'est-à-dire mon probabilité de défaillance. Ça va être mon CDF de moins bêta, évalué pour ma loi normale centrée réduite, donc phi majuscule, qui va me donner un
CDF évalué à moins 1,41 me donne 8%. C'est ma probabilité de défaillance. Donc, est-ce que c'est tout? Oui, c'est tout pour l'indice de fiabilité de bêta. Okay? C'est comme ça qu'on devrait le comprendre, c'est comme ça qu'on vient mathématiquement le formuler. Si on a vu ça à l'intérieur d'une vingtaine de minutes, pourquoi est-ce qu'on enseigne un cours de 45 heures sur le sujet? En fait, ici, on est venu juste effleurer la surface, parce qu'on est venu juste regarder des cas triviaux par rapport à l'application des concepts de fiabilité. Le problème principal vient d'où? Vient du fait qu'on ne connaît pas la densité de probabilité pour la résistance, ni pour la sollicitation. En pratique, on ne les connaît pas. Qu'est-ce qui va se passer? On va devoir formuler notre problème, non pas comme une marge de sécurité R-S, mais de façon générale, à partir de ce qu'on appelle une fonction d'état limite. C'est-à-dire, on va dire G de X, c'est ma fonction d'état limite, où X sont des variables aléatoires qui viennent représenter mon incertitude associée soit aux paramètres ou aux variables qui entrent dans mon modèle de résistance ou de sollicitation. Okay? Et c'est comme ça que, de façon générale, pour des cas pratiques d'intérêt, qu'on va devoir formuler un problème de fiabilité. On va dire qu'on a un domaine de défaillance qu'on va appeler oméga. C'est mon ensemble de valeurs de x tel que ma fonction d'état limite g de x est plus petite ou égale à 0. Okay? Et donc, de façon générale, pour des cas pratiques, la probabilité de défaillance va être définie comme la probabilité que cette fonction d'état limite est plus petite ou égale à 0. C'est équivalent à faire une intégrale sur mon domaine de défaillance oméga de ma densité de probabilité conjointe, non pas pour R et S, mais plutôt pour f de x, la densité de probabilité, de toutes les variables qui entrent dans la détermination de ma sollicitation de ma résistance. Par exemple, les propriétés de matériaux, propriétés géométriques, les caractéristiques associées au chargement. Okay? Personne n'aime s'intégrer, moins que lui. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on voit dans le contexte du calcul de la fiabilité? Comment est-ce qu'on peut contourner les difficultés à travers cette intégration en grand nombre de dimensions, à travers des méthodes approximatives, soit des méthodes numériques ou des méthodes analytiques, qui nous permettent de résoudre cette intégrale-là sans avoir à intégrer analytiquement.